Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, deuxième numéro de la saison où il sera largement question du grand événement du week-end, l'Infernal Trail des Vosges, d'autant que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la grande dame de cette édition 2017, victorieuse sur l'Ultra de 200 km, Muriel Bourbao. Bonjour Muriel. Bonjour. Comment ça va 2 jours plus tard ? Bien, plutôt bien, je récupère. La récup s'est bien passée, voilà. Ce que vous avez fait de particulier ces 2 jours ? Une petite sieste, essayer de manger correctement, et puis dimanche je suis retournée au Stade des Perrets pour le podium et pour mes enfants qui faisaient la course du mini-run. Ouais, il y a eu énormément de succès pour ce mini-run. Merci d'avoir accepté notre invitation de dernière minute. On va revenir dans un instant sur votre course et votre parcours. À vos côtés, un autre habituel protagoniste de l'Infernal, mais plutôt côté assistance, le médecin référent de l'épreuve, Jean-Charles Vautier. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Nicolas. Week-end chargé également ? Ouais, week-end très chargé, ouais. Pas beaucoup de sommeil non plus pour tous les bénévoles, les organisateurs, les soignants. Donc voilà, bien chargé, mais super ambiance et très bon contact avec les coureurs comme d'habitude, donc prêt à repartir. On parlera avec vous en deuxième partie des effets de l'Ultra Trail sur l'organisme. Au programme ce week-end également du handball avec la reprise du championnat pour les garçons d'Épinal dont on accueille l'une des nouvelles recrues, l'arrière-gauche Hakim El Magoussi. Bonjour Hakim. Bonjour à vous. La saison commence bien. La saison elle commence bien. On a gagné face à Semur, une bonne équipe qui l'année précédente jouait les playoffs. Donc on part sur une bonne voie. Ouais, on fera le petit résumé de cette rencontre et puis on parlera de votre découverte également de la Nationale 1. Et pour compléter l'équipe ce lundi, un confrère de Vosges Matin, Anthony Perchas. Salut Tony. Il attend avec impatience le retour du hockey. Je suis déjà un peu dedans depuis un petit moment, mais c'est vrai que ça fait plaisir. C'est un peu le professionnel et la passion qui s'ajoutent. Donc ça fait toujours plaisir. Un peu de déplacement, un peu de boulot tous les 3 jours. Donc, ça va définitivement lancer la saison des sports collectifs. Tout de suite, on passe à l'actu. On débute donc avec ce grand et bel événement qui est l'Infernal Trail des Vosges, 9e édition cette année proposée par Stéphane Héret, son comité d'organisation et les quelques 600 bénévoles indispensables à la tenue d'un tel événement qui a réuni 4000 personnes au Stade des Perrets à Saint-Nabord, dont une bonne partie sur l'Infernal Run. Rendez-vous dans notre édition de mardi pour retrouver toute l'ambiance de cette course déjantée. Nous allons nous concentrer sur l'Ultra Trail de 200 km et ses 11 000 mètres de dénivelé positif, dont le départ a été donné vendredi à minuit sur ces images que l'on doit à Supermouche Productions. 133 coureurs au départ avec la victoire chez les hommes de Michael Martin. Vous pouvez retrouver l'interview dans notre journal. Le dernier concurrent en mettra le double du temps, soit à peu près 60 heures, 85 finishers au total, dont 4 femmes sur les 4 qui avaient pris le départ, dont vous, Muriel Bourbao, première en 44h23. Racontez-nous un peu votre course, comment ça s'est passé ? Un départ à minuit avec la frontale. On commence dans les bois, on avance doucement. Au début, on est tout frais. Les gens sont groupés, on est avec d'autres trailers, on discute, on avance. Donc ça passe plutôt vite, c'est ce que vous avez dit, de 100 premiers kilomètres sont passés... Les 100 premiers kilomètres, pas les 100 premiers kilomètres, disons toute la première nuit jusqu'au matin, quand on range la frontale et qu'on sort la musique, ça passe assez rapidement effectivement. Après le matin arrive, on a déjà fait 30-40 kilomètres, on commence à ressentir un peu de fatigue. Et après on avance fatigué, c'est normal, c'est comme ça. Tant qu'on prend du plaisir... à avancer, on est content. Vous avez eu des moments vraiment difficiles cette année ? Il y a eu un passage un peu moins bien, forcément, sur la distance, il y a toujours des passages un peu moins bien. Donc entre le kilomètre 100 et le 150, c'était un peu plus difficile. Une baisse de forme, j'avais du mal à monter les montagnes. Le Drumont était haut et raide. Il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid. Donc c'était de nuit pour moi, donc c'était très froid, c'était assez désagréable. Mais bon, ça passe quand même, et puis finalement, avec le recul, le plaisir était là quand même dans l'effort. Et puis la suite de course, les 50 derniers kilomètres, étaient vraiment, vraiment agréables. J'étais fatiguée, mais je pouvais encore avancer. J'ai demandé à mon corps d'aller plus vite, et mon corps a répondu. Donc c'est là où c'est vraiment très, très agréable de se sentir capable. Et les 35 derniers kilomètres, on retrouve les coureurs du 60 km qui sont sur le même circuit que nous. Ils sont partis le samedi matin. Ouais, et ça fait vraiment une différence d'ambiance après avoir été tout seul pendant aussi longtemps. Ça de fait se du retrouver bien, avec plein de monde autour, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. J'ai ressorti mon dossard, je l'ai mis derrière pour que tout le monde puisse voir que j'étais sur le 200. Donc il y a plein de coureurs du 60 qui m'ont félicité. Il y en a qui se sont mis à mon rythme pour parler avec moi quelques minutes. Et
Ça a bien boosté le moral aussi. Et donc j'ai accéléré parce que je voulais aussi que la course se termine. Ouais, et puis il n'y avait pas un écart énorme avec la deuxième, Marie Binder. Vous mettez Ça, 44h23, vous ne le savez pas. Je ne savais pas, elle met 45h17. j'ai jamais demandé parce qu'en fait ça ne change rien. Moi je fais la meilleure course que je peux. Elle fait aussi la meilleure course qu'elle peut. Si elle est plus forte que moi et qu'elle me dépasse, c'est normal. Voilà, donc ça n'avait pas d'importance où elle se trouvait par rapport à moi. Et puis le but c'est de finir, on vous a vu là sur les images, ça allait très bien. C'était vendredi matin à l'arrivée, juste envie de dormir d'après ce qu'on a lu. Oui, alors je me suis dépêchée pour le dernier segment parce que je n'avais pas envie de ressortir ma frontale une troisième fois, donc je me suis dit il faut que j'arrive avant 8h30. Donc c'est très trivial, mais c'était vraiment ça, il faut que je cours plus vite parce que je ne veux pas ressortir ma lampe. Donc j'ai couru plus vite, le dernier kilomètre dans les bois, c'était un peu limite, c'était vraiment sombre, mais puis voilà, je suis arrivée à 8h22 et oui, envie d'un bon bain chaud pour se décrasser et puis d'aller dormir. Ouais, absolument. Anthony, ça force le respect, hein, Ouais, le parcours de Muriel, et puis de tous ces ouais, finishers. Tous ceux qui finissent, déjà pour s'engager dedans, je pense qu'il faut déjà un sacré cheminement mental pour se mettre dans les conditions. Et moi, je suis admiratif, hein, je cours un petit peu, mais à mon petit niveau. Alors ça, je suis admiratif de ça. Ouais. Sur ces distances-là, passer la ligne d'arrivée, c'est une victoire. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez 44 ans, Muriel, vous avez commencé la course à pied à la fin de la vingtaine, vous nous avez dit vers 28 ans. Vers 28 ans, pour me maintenir en forme, pour la santé, parce que je faisais beaucoup de voyages professionnels, donc c'était le plus facile, une paire de chaussures pour courir dans la valise, et puis courir le matin avant les rendez-vous avec le client, c'était le plus simple. Et puis, je sais pas, j'étais accrochée, j'ai couru 2 marathons. C'était bien. Après, j'ai fait 3 enfants. Donc là, je me suis arrêtée. Une grande pause de 8 ans. Un autre marathon. Oui. Une grande pause de 8 ans pendant laquelle j'ai rien fait du tout comme sport. J'avais pas le temps. Je m'occupais des bébés. Et après, j'ai recommencé. Et j'ai couru un marathon. C'était très bien. Et après, j'avais du temps. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Je me suis inscrite sur le 72 km de l'Infernal Trail des Vosges. Et j'ai découvert le trail comme ça. Et j'étais vraiment, vraiment accrochée. C'était vraiment bien. Et puis petit à petit, j'ai fait 2 fois les 72 km et après j'avais envie de plus parce que je me disais 72 km, j'arrive, je suis pas fatiguée. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Ouais. Et j'ai fait 160 km les années suivantes. Et c'est pareil, je suis arrivée et j'ai dit 160 km, c'est pas assez long, je suis pas fatiguée. Donc j'étais contente quand ils sont passés à 200 km. Je me suis dit chic. Justement, Stéphane Héret a toujours dit qu'il aimerait bien passer à 300, vous le feriez? Ouais, j'attends. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Vous avez fini deuxième de l'Infernal Trail 160 en 2014, en 2015, deuxième du 200 en 2016. Vous pensiez à la victoire cette année ou vous venez à chaque fois pour l'aventure? Je viens à chaque fois pour l'aventure, mais en général, je pars vraiment au fond du peloton et je rattrape les gens au fur et à mesure. Et là, il s'est trouvé que j'étais en fait première femme dès le premier ravitaillement et ça m'a un peu perturbée parce que c'est pas ma position habituelle. Et je me suis sentie un peu sous pression à cause de ça. C'est peut-être pour ça que j'ai moins bien vécu aussi la partie entre le kilomètre 100 et 150 où j'étais moins bien et ça avançait moins et je cogitais peut-être un peu. Mais non, c'est surtout pour l'aventure, le côté passer 2 nuits dehors, 2 jours dehors, avancer, voir les paysages magnifiques. Et vous aviez également fini 3e du challenge UMNT en 2016, on ne l'a pas précisé, avec l'ultra du Pas du Diable et puis le grand raid 6666. Jean-Charles, 4 femmes au départ, 4 femmes à l'arrivée. Est-ce qu'il y a une petite supériorité, une différence entre les hommes et les femmes face à la souffrance, entre guillemets, de l'ultra, ou la résistance à l'effort? Ils sont bien évidemment bien meilleurs. Non, c'est compliqué de dire. Je pense qu'il y a quand même les femmes qui s'engagent sur les 200 km sont des femmes qui sont relativement sûres d'elles. Il y a peut-être un peu moins le côté... proportionnellement plus préparé? Ouais, le côté défi un peu idiot de cours d'école que certains garçons peut-être font plus. Je pense qu'elles sont beaucoup plus sûres d'elles quand elles s'engagent. Elles ne s'engagent pas pour rien. C'est aussi des courses qui sont vraiment axées sur la prudence. Et on a beau faire ce qu'on veut. Quand on court avec des garçons, quand on court avec des filles, on voit que les filles sont beaucoup plus prudentes, plus précautionneuses, elles prennent soin d'elles, de leurs pieds, de leur matériel, elles restent propres. Et c'est des petites choses qui font la différence avec le temps. Donc je pense qu'effectivement, on a 4 femmes exceptionnelles qui s'engagent parce qu'elles ont vraiment les capacités. Et que physiologiquement, effectivement, plus c'est long, plus les qualités d'endurance des femmes font la différence. On voit effectivement, même dans les temps scratch, très régulièrement sur la plupart des grands trails, des femmes qui ont des temps de référence excellents par rapport aux hommes, avec pourtant des moteurs à la base qui paraissent moins importants. Si on fait des comparaisons de VO2, il n'y a rien à voir. Et pourtant, à la fin, on voit régulièrement, même à l'UTMB, des femmes dans le top 10. C'est plutôt un sport qui est féminin. C'est dommage qu'il n'y en ait que 4 au départ, parce qu'effectivement, elles ont tout pour réussir.
Question d'endurance, je redonne le podium. Donc vous, Muriel Bourbao, première, deuxième Marie Binder, troisième Alexandra Renaud et quatrième Marianne Gross. Donc les 4 femmes qui avaient pris le départ. Je rappelle également que dans cet infernal, 30 km était une manche du Trail Tour national. C'était la dernière répétition ou le dernier moyen un peu tardif de se qualifier pour les championnats de France. Enfin, pour être classé, puisque les courses seront ouvertes à tous. Les championnats de France qui auront lieu le week-end prochain à Gérardmer. On en reparlera vendredi notamment dans notre programme Sport Week-end. On passe au handball avec la reprise de la compétition et du championnat national 1 masculine samedi soir au Palais des Sports. Pour vous, Hakim et vos coéquipiers, du moins une partie, car si Jérémy Huette était bien présent, malgré des soucis au genou cet été, il manquait Rachid Daman suspendu, ça on le savait, mais aussi Nemanja Grujicic, on le voit à l'image, toujours pas qualifié auprès de la FFHB. Vous avez appris quand que ce Serbe ne serait pas On l'a au appris départ jeudi. On a eu une nouvelle, normalement il devait jouer. Au final, il y a eu quelques petits soucis avec la Fédé. Mais ça va se régler assez rapidement, donc normalement la semaine prochaine, il devrait être sur les terrains. Ça vous a bousculé un petit peu quand même dans votre plan de jeu, votre organisation? Un peu, mais Jean-Christophe Hellé a travaillé ça toute la semaine pour qu'on puisse être opérationnel pour vendredi. On a su gérer le match sans Nemanja grâce à une bonne défense, mais on espère le récupérer plus rapidement pour avoir plus de rotation sur la base arrière, parce qu'il nous a manqué un peu de rotation en attaque. Sur la deuxième mi-temps, quand on était à plus 5, plus 6, ils sont revenus à moins 2. Je pense que c'était un manque de rotation en attaque. C'est vrai qu'il y a eu assez peu de buts en première mi-temps, et puis les 2 gardiens sont vraiment montés en gamme. Il y avait seulement 9-6 à la pause, et puis vous avez fait une grosse entame de deuxième période, et puis il y a eu un recadrage de ce mur qui a réussi à réduire l'écart dans la foulée, quoi. C'est ça, on a eu beaucoup de parades de Vincent Lagrange en deuxième mi-temps, une bonne grosse défense, mais on a eu du mal à marquer. Je pense que pendant 6 minutes, il n'y a pas eu de but en deuxième partie. C'est Paul qui a marqué le premier but. Donc on a eu du mal un peu en deuxième mi-temps, mais on a su gérer le score et garder cette avance jusqu'à la fin. Alors on n'était pas inquiet pour vous, mais on a été rassuré quand même samedi soir, parce qu'on l'a dit, un bon Vincent Lagrange, Jérémy Huette de retour, sachant qu'il vous manquait 2 joueurs quand même majeurs. C'est le sentiment que vous aviez aussi après ce match? Oui, on a été soulagés. Avant le match, j'ai eu un peu peur parce qu'il nous manque quand même 2 joueurs cadres, Rachid et Nemanja. Mais on a joué ensemble, collectif. On avait la hargne, la rage jusqu'à la fin. On a tous joué ensemble, on a pris du plaisir. Et quand on prend du plaisir, on défend bien, on peut monter les ballons comme on voit derrière Avec par Sofiane. Sofiane. Donc on prend du plaisir, on joue ensemble, on se soutient jusqu'à la fin. Et c'est des bons matchs à retenir. Et il faut poursuivre comme ça, surtout en défense. C'était pas mal. Et puis rassurer également à titre personnel, puisque vous avez découvert la N1 ce samedi, Hakim, vous aviez joué à Jarville, vous étiez au Pôle Espoir de Pont-à-Mousson, en équipe réserve de Nancy, en N2, N3, puis Metz, et puis il y a eu une grosse blessure qui vous a stoppé dans votre progression. C'est ça, je me suis fait opérer de l'épaule droite, donc mon épaule tireur. Donc ça m'a freiné pendant 1 an. Et là je reprends avec Épinal après 1 an de reprise que j'ai effectué à Dulor en National 3. Donc je joue beaucoup plus en défense en ce moment qu'en attaque. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a amené à Épinal, outre le projet, parce qu'on vous proposait de jouer 2 divisions au-dessus de là où vous étiez en fait? J'avais aussi des contacts dans le sud pour jouer en National 1. Je connais bien Jean-Christophe Hellé. Quand j'étais au Pôle Espoir, il m'avait appelé pour m'entraîner à Sarrebourg avec l'effectif National 2. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je lui fais confiance. Il m'a parlé du projet, qui serait intéressé par mon profil en défense et aussi en attaque. Donc je lui ai fait confiance et je suis venu à Épinal pour essayer de progresser sur l'aspect défensif et en attaque. Et je connais aussi un peu certains joueurs comme Sofiane Idir, que je regardais énormément ses matchs en D1 à Ivry et aussi en sélection du Maroc. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément sur le terrain et en dehors du terrain. Ouais, c'est un peu votre mentor, d'après ce qu'on a vu ça, voir, qui vous donne tous les conseils. Déjà, c'est- il est très expérimenté. Et je prends exemple sur lui, mais aussi sur Rachid Daman aussi, qui me conseille énormément aussi en défense. Ouais, donc la sélection marocaine, c'est un exemple aussi, un objectif, pardon. Ce serait un objectif. C'est la Coupe d'Afrique, elle se déroule au Gabon au mois de janvier, donc j'espère faire partie de cette aventure, ce serait cool, ce serait un de mes objectifs et aussi de faire les playoffs avec Épinal, mais des objectifs de cette année. Vous avez un rôle très polyvalent dans cette équipe, vous êtes un peu la variable d'ajustement, là encore plus en l'absence de Nemanja, c'est un peu le couteau suisse. Hein.
un peu le couteau suisse. Je fais beaucoup de défense en ce moment. Je fais quelques rotations en attaque. Donc j'espère intégrer un peu plus l'attaque, mais tant que j'ai mon temps de jeu en défense, c'est le plus important. Objectif maintien, Anthony, forcément, cette année, histoire de vivre une saison tranquille. Ouais, pourquoi pas, là, ils ont battu Saumur, donc pourquoi pas, essayer de gratter, d'aller chercher quelque chose. Ça va être très dur, la poule est costaud, mais elle est en même temps ouverte. C'est sûr qu'on a une sacrée poule avec Sarrebourg, Grenoble, Saumur et le centre de formation de Chambéry, ainsi que Sarrebourg. C'est des équipes assez costauds, donc ça va être compliqué. On va se donner à fond et on regardera à la fin. La victoire de Saumur, en plus Saumur, c'est souvent un adversaire qui réussit Ouais. pas trop à Épinal. En tout cas, c'est des belles batailles, ouais, d'habitude. Voilà, toujours engagé et costaud. Et va connaître l'ambiance des déplacements à Saumur. Il paraît aussi que c'est assez sympa, les Saumur Épinal à Saumur. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et la saison ne fait que commencer. Des nouvelles de vos homologues féminines qui ont passé le premier tour de la Coupe de France facilement, 39-24, c'était à Blénaud-Pont-à-Mousson. Et la reprise du championnat pour les filles, ça sera samedi prochain à domicile face au Val d'Orge à 20h30. Un mot d'actu international pour refermer cette première partie avec tout d'abord les mondiaux de VTT qui se tenaient à Cairns en Australie. Performance honorable pour le champion de France Neilo Perrin-Gagné, 13e du scratch et premier français chez les espoirs. Grande déception en revanche pour Julien Absalon, seulement 7e. Anthony. Ouais, il a pas été dans le coup dès le départ et après c'était difficile de revenir. Puis aussi, je pense que Julien il paye aussi un petit peu sa grosse blessure du mois de juin, ouais, qui a cassé un petit peu sa prépa et puis aussi l'adversité. Nino Schurter est très très fort et puis Kulavi, il est toujours là une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, toujours sur le championnat du monde. Donc voilà, Julien c'est une déception, mais en même temps on la sentait peut-être arriver aussi. Donc, Nino Schurter a dépassé Julien Absalon dans le compte des maillots arc-en-ciel. Il en est désormais à 6. Et puis le Suisse avait déjà régné sur la Coupe du Monde en remportant les 6 manches. Ferrarissime, pas de titre international cette année pour Julien Absalon. Pas de victoire en Coupe du Monde. Il a fini 2e au championnat d'Europe. Et puis il n'avait pas participé au championnat de France puisqu'il était blessé. Bref, une saison à oublier. Il se donne quand même pour objectif de participer au Rock d'Azur. Ce sera le 8 octobre en visant la victoire. Un mot de canoë-kayak pour finir. Fin de la Coupe du Monde. Et puis une bonne performance pour finir, pour les clapper. Ouais, c'est de quoi se mettre en appétit avant les mondiaux de fin septembre à Pau, où je pense qu'ils vont avoir envie de sortir par la grande porte. Ouais, ils ont fini 3e devant les leaders tchèques Kaspar et Schindler, mais cela n'a pas suffi puisque les points de ces dernières manches étaient doublés, mais ce sont les vainqueurs du jour, les Allemands Belling et Becker qui remportent le globe de cristal. Belle perf malgré tout des Vosgiens qui repartent donc avec la médaille de bronze. Mathieu Biasizo de son côté n'a pas intégré la finale et termine 19e du général. Suite donc fin septembre du côté de Pau. Et puis en MXGP, 2e podium de la saison pour Romain Fèvre ce dimanche à Assen aux Pays-Bas. Le Bianloup a pris la 2e place de la Manche, à suivre la dernière étape en cette fin de semaine à Villars sous Écho. Une virgule et on reparle tout de suite d'Ultra Trail et de ses effets. Retour au trail avec vous, Jean-Charles, et petite présentation personnelle. Vous avez 39 ans, vous faites partie de l'équipe médicale de l'Infernal depuis plus ou moins 8 ans et vous êtes vous-même trailer. À votre actif notamment plusieurs ultra-tours du Beaufortin, c'est 105 km, bouclés en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Les trails longs du coin, Belfort, Saint-Dié, Gérardmer, finisher de l'UTMB en 2013 en 39 heures, également du premier Infernal, et puis de la PTL, la petite trotte à Léon, une autre course de l'UTMB il y a une dizaine de jours, 290 km, 26 500 mètres de dénivelé, avec votre frère et puis un ami. C'est ça, voilà. C'était un rêve qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps. Voilà, c'est une course un peu hors norme dans le cadre de l'UTMB, mais voilà, il y a un peu tout en plus, c'est-à-dire que fait 290 km de chemin de haute, voire très haute montagne, on est très rarement en dessous de 2000-2500 mètres, avec des sentiers techniques d'un bout à l'autre, et donc une autonomie maximale. On doit rester en équipe pour se prêter assistance, parce qu'on est vraiment paumé au milieu des grandes Alpes. Et donc voilà, on cumule beaucoup de dénivelé, un gros retard de sommeil sur 6 jours, et on rentre à Chamonix lié à vie avec les copains avec qui on a osé faire ça. Ouais, 142 heures, soit un peu moins de 6 jours avec Thierry Weber et votre frère Jean-Marc, qui est habitué de l'Infernal également. Puis vous courriez pour le team type 1 running. Oui, c'est running ça, pour un club diabétique de type 1, pour montrer que la course à pied et le diabète peuvent très bien aller ensemble. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de donner un peu de sens. Voilà, c'est des courses qui
prennent beaucoup de sens et il faut avoir du sens quand on s'engage dedans pour tenir ces choses-là. Donc c'était une quête personnelle, une quête de sens et voilà, on a obtenu ce qu'on était parti chercher. Bref, tout ça pour dire que vous parlez bien évidemment en connaisseur, au-delà de votre statut de médecin. Rapidement, quels sont les petits bobos que connaissent les ultra-trailers, que connaissent tous les ultra-trailers et puis que vous avez eu à soigner ce week-end? Alors ça dépend de la météo, forcément. Cette année, c'était un petit peu humide, paraît-il, sur les Vosges. J'ai entendu parler de ça. Donc c'est évidemment les pieds qui prennent le plus cher quand il fait humide. Donc on a cherché le mot, on a fini par dire que les trailers avaient des pieds infusés. C'est vraiment cette peau qui devient, quelle que soit la chaussure, la préparation, pleine d'eau, avec des crevasses partout, des ampoules évidemment. Et donc c'est les pieds qui ont vraiment posé problème aux ultra-trailers cette année. Pas de coup de chaleur, pas de problème de malaise à la chaleur, moins de problèmes digestifs. Quand il fait froid, comme ça, les gens mangent beaucoup mieux. L'année dernière, c'était plutôt... Ils ont plus de facilité à manger quand il fait chaud. Beaucoup de facilité à manger, quand il fait froid, quand il fait chaud. Donc cette année, c'était vraiment axé sur les pieds. Et puis par contre, globalement, quand même, faut répéter que c'est pas très traumatisant, notamment les grandes distances. Les coureurs vont très lentement, sont expérimentés, prudents. Donc il y a très peu de traumatisme, il y a forcément quelques entorses, quelques chutes, ouais. Si on ramène au kilomètre parcouru, c'est vraiment, c'est pas une pratique très dangereuse, voilà. Donc sur les ultra trail, peu de blessures, quelques petites entorses, des petites choses comme ça, mais vraiment des soins. Pas de cas sérieux. Et puis vous nous disiez, c'était assez intéressant d'un point de vue mécanique, la seule douleur qui peut alerter quand on court comme ça un ultra trail, c'est la douleur au tendon d'Achille. Oui, il y a beaucoup de tendinite avec les kilomètres, mais qui pour la plupart n'obligent pas à s'arrêter. Les gens courent des fois des kilomètres incroyables avec des genoux douloureux, des choses comme ça. Celle qui nous pousse à arrêter les gens, c'est le tendon d'Achille, parce que c'est vraiment une tendinite qui peut rompre. Et là, c'est pratiquement 6 mois d'arrêt de travail. On ne fait pas un ultra-trail pour être arrêté 6 mois derrière. Donc oui, ça, c'est la seule qui nous pose vraiment problème. C'est pas la plus habituelle d'ailleurs. Il y en a un qui s'est arrêté prudemment pour ça, assez tôt, dès le haut du taux. Mais sinon, les autres blessures permettent souvent de continuer. Bizarrement. On va se poser la question maintenant, quels sont les effets de l'ultra-trail sur l'organisme, les effets répétés, pas forcément faire un ultra dans l'année, mais enchaîner les grands efforts comme ça, parce que le problème, c'est pas l'intensité, vous l'avez dit, de la pratique, c'est la durée de l'effort. C'est une science nouvelle, on n'a pas beaucoup de recul pour être certain sur les grandes fonctions. La fonction cardiaque, on sait que le volume d'activité dans une vie va jouer sur certaines pathologies, certaines arythmies. C'est valable pour les handballeurs comme pour nous, on parle vraiment de volume de travail. Mais c'est sûr que ces ultra-trails entraînent, parfois peut-être même à tort, un ultra-entraînement. Et donc quand on rajoute et les courses et les entraînements, il y a des gros volumes. Là-dessus, on peut quand même être inquiet. Donc il faut quand même bien respecter des phases de récupération, bien poser ses objectifs dans la saison. Puis, il y a d'autres fonctions, la fonction digestive, la fonction rénale qui nous intéresse et pour lesquelles on fait des recherches. Cette année, il y avait une étude sur le 120 km. Une étude unique au monde. C'est une étude qu'on espère pouvoir tirer de grands enseignements, parce que 20% des coureurs du 120 km ont accepté de faire une analyse de sang, une analyse d'urine au départ et à l'arrivée, alors qu'ils avaient autre chose à penser. Donc ils sont vraiment prêtés de devenir très sympathiques à ça, pour faire des études, effectivement, pour voir les conséquences sur le rein. Avec plusieurs questions, comment sécuriser la pratique vis-à-vis des médicaments, de certaines erreurs que certains font encore. Et puis après, se poser la question de la répétition, effectivement. Faut-il faire 1, 2, 3, 6 ultras par an, Des challenges comme l'UMNT peuvent pousser à en faire beaucoup. Est-ce bien? Peut-être, peut-être pas. On ne peut pas dire pour l'instant, mais on fait de la recherche pour. On rappelle que le challenge UMNT, c'est un challenge d'ultra-trail. C'est l'équivalent du Trail Tour national, mais avec des épreuves qui font au moins 100 km. Muriel, 120 km, pardon. Muriel, vous avez évidemment pas constaté d'effet néfaste, sinon vous continueriez pas? Non, moi pour l'instant, pas d'effet néfaste, mais c'est l'année dernière où j'ai fait le plus d'ultra. Dans la même année, j'en ai fait 4. Et effectivement, je suis arrivée, le 4e, c'était le 200 km de l'Infernal Trail des Vosges. Et j'ai senti que je partais un peu fatiguée, donc je me suis dit que c'est pas utile de chercher. Enfin, pour moi, c'est pas utile de chercher le défi d'en rajouter plus et plus d'ultra trail par an. Je préfère en faire 2, 3 et vraiment trouver du plaisir plutôt que de me dire. Alors, j'ai rencontré un trailer sur le 200 là. Il a prévu d'en faire 12 cette année. Ouais. Donc, je sais pas s'il passe pas. Je sais pas s'il va s'abîmer la santé ou pas. Je sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine du coup.
Mais enfin, moi, j'ai pas ce besoin-là et non, j'ai pas ressenti de. Oui, il me semble que c'est Sébastien Longaret qui finit dans les très bien classés, qui avait fait énormément aussi d'ultra l'année dernière. Il a fait une très très grosse saison. Anthony, est-ce qu'il y a une forme de banalisation ou au contraire non, il ne faut pas banaliser ça parce qu'il faut aussi dire que ça demande une énorme préparation physique et aussi psychologique, parce qu'on entend aussi des histoires avec des gens qui ont des hallucinations en course, des choses comme ça. Là, moi, je me pose des questions quand même, parce que je me dis que c'est quand même... Là, on arrive dans des états un peu... un petit peu... où on arrive à la limite de choses qui peuvent être dangereuses. Alors on y travaille, parce que on se donne cette fonction, nous les médecins du sport, par rapport à ça. J'ai eu la chance sur l'UTMB de participer à une étude comme investigateur sur le sommeil. C'est un marin, Rémi Urdiel, qui s'est beaucoup occupé du sommeil des marins, qui fait ça et qui maintenant essaye de diffuser la bonne parole aussi pour dire aux ultra-trailers que l'hallucination n'est pas normale, c'est pas une médaille accrochée sur le revers de la veste du trailer. On ne doit pas halluciner, c'est dangereux. Et donc, on essaie de militer pour les micro-siestes, pour écouter son sommeil. Dormir en trail n'est pas un échec. Il y a 5 ans, on disait marcher en trail n'est pas un échec. Maintenant, dormir en trail n'est pas un échec. Parce qu'on entend des histoires avec des gens qui carrent leur salle de bain dans la forêt, des choses comme ça. Donc, et d'autres choses. Ou qui croient regarder la télé. Qui regardent la télé, par exemple. Le dernier du... Et c'est très important de lutter contre ça. Et c'est vrai que... Parce que là, on peut se poser des questions, se dire que là, on arrive vraiment aux limites psychologiques de la personne, quoi. Ça peut engendrer de graves conséquences derrière. Puis même très, très court terme, quand on passe sur des chemins comme ceux qu'on voit là. Tomber dans la chute, la perte, se paumer aussi. On peut mettre 18 flèches à gauche, quand on hallucine, on va partir à droite. Et après, si le trailer se blesse sur un chemin où il s'est perdu, nous, on a beaucoup de mal à les retrouver. Donc, non, on rigole pas avec ça. Non, mais on plaisante des hallucinations, pardon, mais c'est très sérieux quand même. Mais c'est très sérieux, mais on doit éduquer les trailers à comprendre leurs symptômes, à s'écouter mieux et à y faire face et à trouver des solutions. Voilà, c'est pas une fatalité. Très rapidement, Muriel, vous aviez une anecdote sur une hallucination ? L'année dernière, j'avais pas dormi du tout pendant 48 heures et j'avais eu des hallucinations, mais j'étais tout à fait consciente que c'était des hallucinations. Je voyais des choses dans les bois qui n'auraient pas dû y être. Et je savais très bien que les arbres n'avaient pas de main. Avec une queue de cheval. Non, les arbres n'avaient pas de main, il n'y a pas de chapiteau de cirque au milieu des bois, donc c'était très clair, les feuilles mortes par terre, c'était pas des têtes de panda. C'était ce que je voyais, j'étais consciente que c'était mon cerveau en manque de sommeil, qui analysait les choses très rapidement, sans aucun contexte, qui m'envoyait le premier truc qui était là. Et cette année, j'avais décidé de gérer beaucoup mieux mon sommeil, parce que je voulais pas revivre ça, c'était pas très agréable. Et donc j'ai fait, comme a dit Jean-Charles, j'ai fait des micro-siestes, j'en ai fait 3 au bord du chemin. Après je me suis arrêtée à une base de vie, j'ai dormi une demi-heure pendant que le kiné me massait. Et ça m'a permis d'arriver bien, en n'étant pas en manque de sommeil et sans hallucination. Ouais, savoir se connaître et se gérer, c'est la clé en ultra-trail. Et puis on rappelle que les risques sont toujours inférieurs à ceux de la sédentarité. C'est ce que vous nous disiez juste avant l'émission. Ça me fait plaisir. Jean-Charles, merci messieurs, dames d'être venus sur notre plateau ce lundi. Merci à Johan Lagrange et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Lundi prochain, encore du trail, bien sûr, avec les championnats de France à Gérardmer. On recevra notamment Noé Ligier, un animateur sur les réseaux sociaux de la page Trail in Lorraine, mais aussi du hockey avec la reprise de la Saxo-Print Ligue Magnus mardi soir à Bordeaux pour les Guémiots et le premier match à domicile vendredi face à Amiens. Très bonne semaine sur Vosges Télévisions et à lundi prochain.